84-85, la création d'une société civile des terres du Larzac. Et puis 40 ans. Donc les animateurs de l'atelier qui ont pour la plupart vécu cette période, voire soutenu, participé dans les luttes de soutien, les marches vers Paris. Et bien ce soir nous avons de la chance, nous avons deux acteurs qui ont été du début à aujourd'hui dans l'action. C'est Chantal Alvernias qui est ici, et c'est Christian Roquerolles qui est là. Ne pas confondre, c'est toi qui me l'as dit, avec rock'n'roll. Rock'n'roll. Tout ça pour détendre l'atmosphère. Ils vont nous parler de ce que j'ai fait moins qu'ébaucher. C'était que des dates, et eux, ils vont nous faire vivre ce qu'a été la démarche des habitants de ce secteur, des citoyens de ce secteur. Autour d'eux, les trois responsables des trois syndicats agricoles de l'Allier, la FDSEA avec Jean-Louis Grener, la Confédération paysanne avec Vincent Mougineau et Pierre Thomas pour le MODEF. Chantal, si vous voulez bien, vous ouvrez. Je pense que c'est peut-être mieux avec le micro. Oui. Puis peut-être pour l'enregistrement. Voilà. Oui. Alors d'abord, une petite précision, peut-être en se présentant pour tout le monde, puisque vous ne me connaissez pas sans doute. Donc je suis Chantal Alvernias. Moi je n'ai pas connu la lutte du Larzac, j'ai connu que la dernière année, puisque je suis née en 1960 et 71, j'avais donc 11 ans et je n'étais pas du tout dans la région. Donc j'ai entendu parler du Larzac quand j'étais étudiante en 78. Et donc j'ai fini mes études en 80 et en 80 je suis venue sur le Larzac, donc à l'âge de 20 ans, pour vivre la dernière année de lutte. Donc j'ai été squatter, comme on nous appelait à l'époque. Et après la lutte, je suis restée je me suis installée en tant que paysanne, éleveuse de brebis laitières. Dans les conditions qu'on décrira tout à l'heure de transition entre la fin du projet d'extension de 81 et l'instauration de la SCTL qui est née en 1984, et nos baux qui ont été signés officiellement en 1985. Et après j'ai fait ma carrière sur la même ferme jusqu'à maintenant, et je vais prendre ma retraite en fin d'année, voilà. Donc, voilà, je suis bientôt vers la fin. Donc, je ne sais pas si Christian veut se présenter lui, parce qu'il est un petit peu plus vieux que moi, il a vécu un peu plus de la lutte que moi. Et après, on enchaînera peut-être pour comment c'est arrivé tout ça. Oui, moi je suis arrivé quelques années plus tôt, je suis arrivé en 75, donc en plein milieu de cette lutte qui a duré 10 ans, comme l'a dit Pierre. Et qui a soudé le groupe des paysans du Larzac, qui a fait qu'après on était quand même un groupe assez fort pour faire plein de choses, quoi. Et moi je me suis installé dans un premier temps parce que j'étais arrivé là, parce que j'étais objecteur de conscience. Donc je refusais d'aller faire le service militaire, je devais faire un service civil. On m'a proposé un service civil que j'ai refusé aussi, parce que j'ai l'esprit de contradiction. Et donc je suis allé sur le Larzac faire un service civil sauvage pour aider à la lutte contre l'armée. Et là, avec d'autres objecteurs, on a occupé une ferme qui, c'était la seconde ferme qui était squattée, qui avait été vendue à l'armée par un propriétaire belge qui avait acheté ça pour une raison secondaire. Et donc on a occupé pour créer un centre de recherche sur la défense civile non violente. Parce que c'est bien beau de s'opposer à un camp militaire, mais qu'est-ce qu'on propose, quoi? Donc nous on disait qu'on pouvait très bien mettre en place une défense civile non violente, puisqu'on était objecteurs non violents, on y croyait, donc on y croit toujours, moi j'y crois toujours. On a donc lancé cette histoire dans cette ferme qui appartenait à l'État, quoi, à l'armée. Un an après, j'ai dit, c'est bon, moi j'ai fait mon service, maintenant je veux bien m'installer, mais sur une autre ferme, pour faire de l'élevage de brebis, parce qu'entre-temps j'avais été un peu travailler chez les paysans pour les aider, de ceux qui luttaient contre le camp militaire, et du coup j'avais pris goût à ce métier d'éleveur, et j'avais rencontré un berger avec qui on avait projeté de s'installer sur une ferme que l'État avait acheté aussi entre-temps, pareil, un spéculateur non paysan. En fait, il faut dire que le foncier qui a été vendu à l'armée, où les gens sont vendus, soit se sont laissés exproprier, n'appartenait pas aux paysans. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal de surface qui a été, donc 6300 hectares,
qui ont été vendus en fin de, au bout des 10 ans. Et donc là, on a occupé la ferme de Cavaillès, qui est un an après donc avoir occupé celle du Cune, et encore un an après celle des Truelles. Donc ça faisait la 3e ferme qui était occupée. Et là, ça ne leur a pas plu. Donc au bout de 4 jours, ils nous ont embarqués, virés, et ils ont installé des militaires dans la ferme. Et ils ont fait de même avec les objecteurs du Cune, de l'autre ferme qu'on avait occupé un an plus tôt. Ils les ont virés. Et ils ont installé des miradors, des barbelés et pas des régiments, mais des petits bataillons de forces militaires, soit des engagés, soit des appelés, ça dépend des moments. Et ils ont fait ça avec 5 fermes en tout, qui avaient été vendues et qu'on aurait pu très bien occuper nous aussi. Donc voilà, notre installation a provoqué l'arrêt des occupations, puisque l'armée y a mis et même un manque de peau pour les militaires. Il y avait un terrain qui touchait la ferme, et on s'est installé sur le terrain à côté qui était civil et donc ils ne pouvaient pas nous virer. Et là, on a construit bâtiment pour habiter en vitesse, en planche, etc., avec un coin bergerie, et puis après on a construit une bergerie. Et donc l'occupation a duré jusqu'à mai 81, juin 81, que Mitterrand soit élu et qu'il abandonne le projet d'extension. Donc voilà un peu le contexte dans lequel tout ça s'est passé. Et bon, j'ai commencé à en parler un peu. Il y a eu 6300 hectares de vendus à l'armée, donc à l'État, et on a réussi à négocier. Ça n'a pas été facile au début parce que Charles Hernu, qui était ministre de la Défense, voulait absolument qu'il y ait au moins une mini-extension qui se fasse pour rassurer un peu les militaires, qu'ils n'étaient quand même pas abandonnés par le nouveau pouvoir socialiste. Il a fallu vraiment batailler et avoir des soutiens à l'intérieur du gouvernement et des conseillers de Mitterrand pour qu'ils abandonnent l'idée de faire un mini-camp. Et puis l'autre bagarre, ça a été pour qu'on n'ait pas de revente des terres qui avaient été achetées aux plus offrants ou à des particuliers. On a voulu que ça reste un bloc et que ça soit loué aux habitants qui le géreront collectivement. Et on avait dit à Mitterrand, on va faire le premier office foncier que vous nous avez promis avant les élections. Mitterrand avait promis des offices fonciers cantonaux, qui n'ont jamais eu lieu puisque la FNSA s'est opposée. Alors Chantal, si tu veux, je veux bien que tu continues un peu à présenter ce que c'est que la SCTL. Alors, pendant la lutte du Larzac, il y avait eu pour entraver l'extension du camp la création des GFA Larzac, qui existent toujours et qui comptent à peu près 1300 hectares, qui sont gérés à peu près de la même façon que la SCTL, en tout cas au niveau des fermiers. On a des baux de carrière, mais il n'y a que 4 fermes sur les GFA. Mais voilà, c'est quand même une chose qui existe et qui permet de gérer aussi du foncier collectivement. Ça, c'est des apporteurs de parts qui ont pris des parts pendant la lutte et qui étaient très nombreux à l'époque. Et voilà, donc ça, c'est les GFA. Donc à l'issue de la lutte du Larzac, comme l'a dit Christian, l'armée avait réussi à acheter 6300 hectares de terre, à peu près, à des propriétaires non exploitants, comme il l'a dit aussi, pour faire l'extension. Ils en voulaient 14 000, il y en avait 3 000 depuis 1903, ils en voulaient 14 000 pour arriver à 17 000. Donc sur ces 14 000, 6 300 hectares avaient été vendus à l'amiable. Donc ils se trouvaient propriété d'État, en somme, à l'issue de la lutte du Larzac en 81. Et la bataille des gens du plateau a été de dire, nous on veut bien que l'État reste propriétaire des terres, ça on n'a pas de souci avec ça, mais qu'il nous en confie la gestion. Donc moi j'étais novice à l'époque, on me disait de faire, je n'ai pas participé à toutes les négociations avec l'État pour la création de la société civile. Donc on a abouti au bout donc de beaucoup d'années quand même, de gestation, à la création de la société civile des terres du Larzac, par laquelle l'État confie à nous la gestion de ces 6300 hectares de terre et nous confie tous les attributs du propriétaire, sauf celui de vendre et d'hypothéquer le bien de l'État. Mais on peut installer des gens, encaisser les fermages, on paye les impôts fonciers à l'État et les assurances propriétaires, etc. Et donc en 1985, on a signé nos baux, nous en tant que fermiers, nos baux de carrière, c'est-à-dire que j'ai signé en 85 un bail qui expire en 2025. Voilà. Et
Et donc, au départ, on nous a confié la gestion jusqu'en 2045. Parce qu'on n'était pas convaincus qu'on allait arriver à faire ça. Et donc, en 2013, juillet 2013, on a signé l'avenant au bail emphytéotique. Et on a jusqu'en 2084. Maintenant, la page est ouverte pour ceux qui nous suivent, avec la garantie que ces terres resteront agricoles jusqu'à cette date-là. Et à eux maintenant, à la génération qui nous suit là, qui est déjà bien en place, de continuer à leur façon l'aventure. Voilà, donc sur 6300 hectares, il y a à peu près, à la louche, parce que nous, c'est pas de la Beauce ni de la Romanée-Conti, c'est 3000 hectares de bois, 2000 hectares de parcours, c'est-à-dire la lande, le causse, quoi, le naturel, et 1000 hectares de terres labourables. Voilà, en gros, c'est ça. Et là-dessus, on a 22 corps de ferme qui sont sièges d'exploitation. Et maintenant, on a à peu près 100 associés. Et il y a un volet aussi qui est ce qu'on appelle les non-agricoles, parce qu'on a aussi, par exemple, des hameaux entiers, comme Montredon avait été vendu à l'armée. Il y avait aussi des maisons qui ne sont pas sièges d'exploitation, qui n'ont pas de terre avec elles, et qui sont louées à des habitants, à des retraités, à des artisans, à des artistes. Et ces bâtiments-là sont loués en prêt à usage. Donc on a d'un côté des baux de carrière pour les fermiers, des prêts à usage pour les habitants. Et donc la SCTL est gérée par un conseil de gérance qui compte 11 membres, 8 paysans et 3 non-paysans qui habitent les maisons. Et au sein des paysans, il faut qu'il y ait une majorité de gens très concernés par la chose, c'est-à-dire qui aient leur siège d'exploitation ou 50% de leur terre à la société civile. Et on essaie d'avoir aussi une bonne répartition géographique au niveau du plateau, puisqu'on a un peu... c'est étendu, donc c'est sur, je sais pas, 35 km de long, donc on est dispersé. Voilà, pour la représentativité. Que dire ensuite? Le consensus. On est élu On est élu pour 6 pour 6 ans ans, renouvelable tous les 2 ans, par Assemblée Générale. par Assemblée Générale. Toutes les décisions se prennent au consensus ou au défaut, comment on appelle ça, ou à défaut au consentement, Oui. qui est un peu différent, c'est-à-dire que s'il n'y a pas consensus, qu'il y en a un qui n'est pas d'accord, il accepte que la décision soit prise. Si on n'y arrive pas, c'est l'Assemblée Générale, soit extraordinaire, soit suivante, qui tranche le litige. En général, ça se passe bien, mais bon, il y a eu 2 ou 3 cas où on a été obligé d'aller en AG. Mais c'est très important que ça puisse se faire aussi, puisque à partir du moment où il y a un blocage, il ne faut pas non plus, il faut quand même qu'on arrive à trouver un moyen de débloquer ça, et donc l'AG, elle est souveraine. Donc, qu'est-ce qu'il y avait à dire d'autre? Oui, bon, donc, vous avez compris que les baux qu'on a sont des baux de carrière, c'est-à-dire qu'on les a jusqu'à la retraite. C'est-à-dire que personne, si à la mesure où on respecte les conventions, qu'on paye son fermage et tout, ne peut nous sortir de force de ces fermes. Il y a, ce qu'il faut expliquer, c'est aussi la valeur d'usage. La valeur d'usage, c'est quand quelqu'un qui habite une maison dans laquelle il est locataire de la SCTL va partir. S'il a fait des travaux importants sur cette maison, il peut récupérer la valeur résiduelle. C'est-à-dire que sur ces maisons en général qui étaient en ruine au départ, on paye pas de loyer, mais on est chargé de les entretenir. Parce que comme il y a un bail de carrière, le propriétaire qui est l'État ou la SCTL ne fait pas les travaux parce que nous on n'en a pas les moyens. Déjà on a juste les moyens de... On a une salariée, on paye les impôts, enfin les impôts fonciers sont payés par les locataires, mais on paye les assurances des propriétaires. Et avec ça, avec les fermages, on n'arrive pas à faire beaucoup plus. Donc on ne pourrait pas retaper des bâtiments, donc on fait en sorte que les gens qui arrivent le fassent d'eux-mêmes, et qu'il y ait un retour quand ils s'en vont, une soulte quoi, quand ils s'en vont. Donc il y a un calcul de la valeur d'usage du bâtiment, parce qu'il y a eu un état des lieux à l'entrée, un état des lieux à la sortie. Et le repreneur a une soulte à donner à ceux qui sont là. C'est ça, hein, j'ai bien expliqué. C'est un peu compliqué à expliquer. Oui, c'est compliqué. Ça y est, j'ai perdu le fil du coup.
La valeur d'usage. Nous, on a des... Par exemple, moi, j'ai tout à la SCTL, la maison d'habitation, le corps de ferme et les terres. Et quand on prend la retraite, on laisse tout. On considère ça comme un outil de travail. On laisse tout, y compris la maison, au suivant. Donc moi, depuis 40 ans, j'ai fait des travaux. J'ai pris la maison, elle était inhabitée, etc. Il n'y avait pas de chauffage, pas de sanitaire. Il y avait des fenêtres, on les ouvrait une fois. Et puis c'était tout, elle nous restait dans les mains. Donc on a fait quand même beaucoup de travaux. Il y a eu un état des lieux fait au départ. Il y en aura un fait à la fin. Et après, on a des tableaux très compliqués qui nous viennent d'inspiration des notaires à l'époque. Ils se sont inspirés des tableaux qu'avaient les notaires pour estimer la valeur des biens. Avec des taux de vétusté, des points, la valeur locative. On se sert de plein de paramètres pour établir une valeur d'usage, qui n'est pas une valeur de vente sur le marché, mais c'est une indemnité pour indemniser les travaux qu'a fait le fermier durant toute sa carrière. Sachant par exemple, sur la maison, on paye un loyer ridicule. Nous, on paye 500 € pour la maison par an. Mais, oui, mais on a fait moi, j'ai peut-être fait pour 150 000 € de travaux dans ma maison, sur toute ma carrière. Donc à la fin, mais ces travaux-là, j'en ai joui toute ma carrière. C'est une prime à celui qui dure aussi. Et quand je vais partir, il y aura des taux de vétusté sur certains travaux. Il y a des travaux que j'ai fait 2 fois. Donc il y a des taux de vétusté qui sont appliqués. En gros, sur toutes nos valeurs d'usage, il y a 30% de valeur de vétusté. Donc je vais partir avec une valeur qui va me convenir, parce que moi j'ai fait ça, je sais pourquoi je l'ai fait, et j'ai signé au départ, donc il faut respecter ce qu'on a signé au départ. Mais c'est en aucun cas une valeur qui correspondra à l'argent que j'ai mis dans la maison, parce que j'en ai profité toute ma carrière, et que je n'ai pas payé de loyer. Voilà, ça c'est la valeur d'usage. On applique la même chose, on fait aussi ça sur les clôtures, parce que nous on a énormément de clôtures, et ça représente des kilomètres et des kilomètres. Et sur les bâtiments agricoles, on a un autre calcul. Voilà, ça c'est la valeur d'usage. Et elle est calculée par les gérants, qui vont faire l'état des lieux, qui s'occupent de tout. Elle est proposée à celui qui s'en va, négociée parfois parce qu'il n'est pas d'accord sur certaines choses. Et après, on fait un appel à candidature, et celui qui arrive va payer la valeur d'usage à celui qui s'en va sous l'œil de la SCTL. Il n'y a pas question de dire je te file plus ou je te file moins. La valeur, elle est établie, elle est cadrée, et celui qui arrive, il va la payer, et la SCTL la reverse intégralement, sauf s'il y a eu des fermages impayés, etc., au sortant. Voilà. Ça, c'est la valeur d'usage. C'est un système qui a été très difficile à expliquer aux banques, par exemple. Comment on prête sur une valeur d'usage. On peut prêter sur les propriétés, qu'on peut hypothéquer, etc. Là, il a fallu faire œuvre de persuasion, et ça n'a pas toujours été simple pour arriver à avoir des emprunts, pour faire des travaux importants. Mais ça a un gros avantage, c'est que ça évite la spéculation. C'est-à-dire que celui qui s'en va, il ne va pas spéculer sur le prix aujourd'hui qu'il y a de l'immobilier dans le coin. C'est pas lui qui va calculer son prix, c'est la SCTL, donc avec une commission ad hoc qui s'en occupe, qui s'est formée à ça, de plusieurs personnes, plusieurs gérants et gérantes. Et donc le gros avantage, c'est d'échapper à la spéculation sur la propriété privée. Et d'échapper aussi à la propriété privée aussi. Du coup, c'est un système qui se passe de la propriété privée. Et il y a des candidats, on pourrait dire, à qui ça pourrait faire peur. On pourrait dire, les gens, ça va leur faire drôle, ils ne vont pas accepter ça, de devoir partir à la retraite, etc., et de ne pas être propriétaire. Mais en fait, aujourd'hui, là, on se rend compte, là, depuis quelques années, on a pas mal de gens de notre génération qui partent à la retraite, qu'on n'a aucun problème pour trouver des candidats. Chaque fois qu'on a une ferme ou une maison qui se libère, on a entre 6 et 10 candidats qui s'arrachent pour venir travailler dans ce système-là, parce que le principal truc, c'est que c'est un accès plus facile. Ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter de la terre et des bâtiments. Là, on ne les achète pas, on paye la soulte, celui qui part, mais qui est calculé de manière juste. Et pour vous dire que quoi c'est juste, c'est que celui qui part, il trouve jamais qu'il y en a assez, celui qui arrive, il trouve que c'est trop cher, tout le temps. Tout le temps. On se heurte sans arrêt à ça, mais ça veut dire que le système n'est pas juste. Et effectivement, il est juste, puisqu'il a fait qu'il n'y a pas eu d'échec.
Il n'y a personne qui soit passé et qui ne soit pas resté pour des raisons économiques. Ça marche, quoi, ça fonctionne, et que ça attire du monde. On est la seule région de France, parce qu'un bail de carrière, parce que la valeur d'usage, parce qu'une vie sociale aussi assez intense, etc. La seule région de France où il y a plus d'agriculteurs qu'il n'y en avait en 70. Alors effectivement, vous allez me dire, oui, mais c'est une région un peu désertifiée, c'est vrai. C'est vrai par endroits. Mais quand même, il y a beaucoup d'endroits, même des terres riches aujourd'hui, où il y a beaucoup moins d'agriculteurs qu'avant, parce on vient de perdre en 10 ans 100 000 fermes. Déjà, donc ça va très vite et ça va s'accélérer. Donc moi je pense que c'est un système qui devrait être reproduit, quoi, et c'est un système qui a été monté petit à petit par les gens du coin, mais avec beaucoup d'aide. Hein. On a eu beaucoup de juristes, on a eu beaucoup de chercheurs, de sociologues, de gens du CNRS, qui nous ont aidés à mettre en place tout ce système. Et je voudrais dire que si on a eu tout ça, c'est parce qu'il y a eu la lutte avant. Et c'est parce que c'est des gens qu'on a croisés pendant cette lutte et qui ont eu envie de nous aider à faire en sorte que cette lutte continue par quelque chose de positif. Parce on dit souvent que c'est la deuxième victoire du Larzac, d'avoir obtenu de pouvoir gérer du foncier, essayer de gérer du foncier par les gens qui cultivent, quoi. Ça, c'est un peu une utopie. On se disait, c'est les gens qui travaillent la terre vont la gérer. Ben oui, c'est possible, hein, on y arrive. Et on essaie périodiquement de faire des bilans de nos 40 ans de bons et loyaux services. Ben oui, comme disait Christian, on est plus nombreux de paysans qu'en 1970. On est, nous déjà, les femmes, parce que je suis toute seule, mais on a déjà bien enfoncé les portes, nous, parce on avait un statut. Moi, je me suis installée exploitante agricole en 1985, enfin un peu avant, mais dès que j'ai signé mon bail, j'étais copreneuse du bail, et voilà. Donc, mais actuellement, je crois que les femmes sont majoritaires presque à la tête des fermes. Donc ça, c'est aussi peut-être une autre façon, je pense, de voir l'agriculture. Il y a un visage agricole du Larzac qui est complètement modifié depuis que nous, on est arrivés. Hein. Autrefois, c'était la brebis pour Roquefort, on ne sortait pas de là. Et là, on a plein de choses différentes qui, maintenant, les fermes pour Roquefort sont très peu, pour d'autres raisons, sont très très minoritaires. On a énormément de choses qui se font, du lait de brebis toujours. Nous, c'est notre cas, mais on vend une coopérative, une vraie coopérative, où on est 30. Les Bergers du Larzac, qui a été créé par un nouvel installé, comme on nous appelait à l'époque, d'après Larzac. Il y a une relance de la brebis viande avec vente directe, salle de découpe, magasin de producteurs. Et il y a plein d'autres productions qui se sont installées, la chèvre mohair, la chèvre tout court, le miel, les volailles, les cochons de plein air. Enfin, un visage complètement varié par rapport à ce qu'on avait. Et ça répond aussi aux attentes de la société, de produits qui sont pour la plupart en agriculture biologique. Dans la voiture, là, on cherchait le nombre de sièges d'exploitation qui ne sont pas en bio, on n'en a pas trouvé. Parce que nous, c'est autour de la table du conseil, je sais qu'on faisait le tour une fois et on était tous en bio. Donc c'est vraiment, on ne se pose même plus la question. Donc ça répond aussi à l'attente de la société. Une agriculture à taille humaine qui est justement pourvoyeuse de travail aussi, parce qu'on est nombreux sur les fermes. Là, nous, en ce moment, on est 6 sur notre ferme, parce qu'il y a celui qui va me succéder qui est là. Donc en ce moment, on sort 6 salaires par mois sur la ferme. Donc c'est aussi des choix de favoriser l'humain plutôt que la machine. On le voit quand moi, quand je retourne dans ma famille dans le Lyonnais, je vois ils sont très mécanisés aussi. Je me dis, non, nous, on a choisi plutôt d'être plus nombreux et de se partager le travail plutôt que d'acheter des machines qui donnent à manger aux brebis, qui paillent la laitière. Non, nous on fait ça à la main, ça nous paraît pas colossal. Et en fait, c'est parce que notre modèle il est comme ça. On a très peu d'investissement et d'endettement sur nos fermes. Parce qu'on n'a déjà pas l'accès à la terre qui est gratuit, on paye notre fermage évidemment,
mais on n'est pas endetté pour acheter la terre, acheter tout ce qui suit. Voilà. Donc ça nous permet d'avoir un type d'agriculture à nos yeux plus vertueux et en plus en correspondance avec ce que souhaite maintenant la société. Voilà. Après, on pourrait parler dans un deuxième temps, la société civile, elle a créé d'autres... parce qu'on est une société civile immobilière, donc on n'a pas le droit de faire du commerce. Donc on a créé deux sociétés filles qui vendent de l'énergie, c'est-à-dire pour l'une de l'électricité. On a mis des panneaux sur nos toitures. Et une autre qui, je vous ai dit, on a 3000 hectares de bois qui sont pâturés. Ça aussi, ça a été une bataille du début, c'est de garder, au départ, il y avait une volonté de donner les hectares boisés à l'ONF, en gestion à l'ONF, et les paysans se sont battus pour les garder dans le giron agricole. Et c'est des hectares qui sont sur nos fermes, qu'on valorise, parce que nous, par exemple, on a un troupeau de 300 brebis laitières, et on a aussi quelques vaches au vrac qui mangent les surfaces que ne mangent pas les brebis, en particulier les surfaces boisées. Donc elles sont pleinement agricoles, et c'est important de les garder agricoles. Et donc on est le premier propriétaire forestier d'Occitanie après l'ONF, avec nos 3000 hectares. Donc on a un plan de gestion du bois, et on a donc créé c'est une association, l'association Bois du Larzac, qui vend du bois énergie sous forme de plaquettes forestières, parce que nos bois sont des bois qui poussent en zone difficile, qui sont tout tordus, et dont on se sert pour faire de la plaquette pour les chaufferies. Voilà, les chaufferies du plateau, nous on a une chaufferie collective au village par exemple, et puis les chaufferies dans un rayon de 50 km, où on vend notre plaquette pour les maisons de retraite, les chaufferies personnelles, etc. Collège, voilà. Et là, on va... là, en ce moment, on va broyer de la plaquette, par exemple, pour remplir le hangar qu'on a construit aussi ensemble pour stocker notre plaquette et la vendre. Voilà, il y a toutes ces choses-là qui se font petit à petit et donc qui créent aussi de l'emploi et puis qui valorisent toutes les ressources qu'on a, dont on peut disposer. Sachant encore une fois que Christian vient d'une autre région de France aussi que le Larzac, et moi aussi, et Thomas aussi. On est beaucoup de gens qui venons de l'extérieur. Ça a été les nouveaux installés du Larzac venaient pratiquement tous d'ailleurs. Ça a été une richesse aussi d'avoir des gens d'ailleurs qui voient le Larzac d'une façon différente de ceux qui y habitaient déjà. Tout ça s'est mélangé et a créé beaucoup de dynamique. Et c'est toujours le cas. Et ça, c'est bien de pouvoir accueillir des gens d'ailleurs qui voient les choses différemment. Et il y a des frottements au début, il y a des... Voilà. Mais petit à petit, tout ça se mélange et crée une dynamique qui crée des choses qui existent et qui se modifient. Et puis voilà, ceux qui vont arriver vont faire différemment de nous. Et ça aussi, il faut l'admettre. Si on veut que ça continue, il faut admettre qu'il y a des gens qui arrivent et qui ne vont pas forcément faire exactement comme on l'a fait. Mais qui en gros auront la grosse ligne de fond, c'est-à-dire continuer l'agriculture de la façon la plus belle possible et qui continueront, j'espère, à gérer collectivement du foncier dans cet esprit-là. Pour nous, c'est ça notre vie, quoi. Ça a été ça notre vie. Oui, pour expliquer un peu pourquoi tout le monde s'est mis à inventer des choses différentes, c'est aussi qu'on a fait des fermes qui ne pouvaient plus bouger. C'est-à-dire qu'on a fait des structures à peu près les mêmes, quoi, à quelque peu de choses près, autour de 250 hectares par famille, autour d'eux, parce que ça dépendait s'il y a beaucoup de bois ou pas beaucoup de bois, etc. Mais vous avez vu, les pourcentages, c'est 10% de terre labourable, quoi. Et 50% de parcours, et le reste, c'est du bois, souvent. Bon, les parcours, c'est important quand même. C'est des landes sur lesquelles nos bêtes mangent, pâturent, mais c'est pas hyper intensif. C'est une brebis à l'hectare chez nous. Donc pour une famille de 250 brebis, voilà, c'est... Avec les changements climatiques, ici, ça va être une dizaine, quoi. 250 hectares ici, c'est beaucoup. Voilà, donc c'est pas beaucoup chez nous, parce qu'il y a des fermes qui font 1000 hectares chez nous, mais qui ne sont pas dans notre système à nous. Hein.
Et nous, pour 250 hectares, Chantal, vous avez dit, ils sont 6 quand même sur 250 hectares. Non, nous on a 500. Deux fermes. Ah, vous avez deux 500, fermes. oui, c'est vrai, vous avez Ben deux. oui, on a 2 fermes. Vous avez fait un GAEC avec 2 fermes, donc Ouais. c'est deux structures qui sont accolées, mais ça fait quand même 3 personnes par structure, ça fait quand même pas mal, vu la surface qu'il y a. Et donc le fait d'être coincé dans un truc où on ne peut pas s'agrandir pour s'en sortir comme le font la plupart des fermes aujourd'hui, parce qu'elles sont obligées, parce que les prix ne montent pas, parce qu'il faut bien arriver à vivre. Pour arriver à vivre, on s'agrandit, on produit plus par bête, on produit plus, on fait sur plus d'hectares et tout. Nous, on s'est dit, ben non, on va choisir d'avoir des voisins plutôt que des hectares, et on va faire en sorte de promouvoir une agriculture qui s'en sorte sur ça, quoi. Ce n'est pas gagné au départ, hein, on a prêté un pari quand même, quoi. Mais certains s'étaient déjà mis à faire du fromage de brebis sur place plutôt que de rendre leur lait à Roquefort, et ils s'étaient rendu compte que du coup, c'était beaucoup plus intéressant, c'était beaucoup plus de main-d'œuvre, mais ça l'a payé. Et l'autre chose que je tenais à dire, c'est que sur le plateau du Larzac et dans toutes les fermes de la SCTL, on a des agriculteurs heureux. C'est des gens qui se sont bien dans leur peau, qui travaillent au quotidien sans se crever la patate, qui ont embauché du personnel ou qui ont pris des associés, qui n'ont pas des énormes tracteurs non plus, parce que comme disait Chantal, on n'a pas investi dans la ferraille, on a plutôt investi dans l'humain, mais c'est comme ça, parce que ça s'est passé comme ça et qu'on n'a pas tellement intérêt à avoir des gros engins sur des surfaces où qui la plupart ne sont pas labourables aussi. Hein, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, hein, il y en a quelques-uns Oui. quand même qui ont des beaux Dutch Oui, de oui, 150 chevaux. Hein. C'est des Mais quand même, c'est un choix. Mais il n'empêche que moi, je vois qu'autour de moi, les gens sont heureux. Ils sont pas presque à la corde au cou, comme on entend beaucoup dire dans les campagnes, parce qu'ils ont vachement d'emprunts, qu'il faut arriver à les payer, que le prix du lait y baisse, mais que le prix du gasoil augmente. Enfin, toutes ces choses-là, on les vit aussi. Hein. On les vit aussi, mais quand tu maîtrises la commercialisation et la transformation, déjà, tu vis moins le truc du prix du lait y baisse. Évidemment, ceux qui sont en bio, on sent bien qu'il y a moins de marchés qui tirent sur le bio. Mais quand même, pour l'instant, on n'est pas acculé, quoi. Enfin voilà, ça c'est important à dire, et ça s'est pas fait au départ, on n'a pas dit on va faire ça comme ça. Ça s'est fait petit à petit, au fur et à mesure des choses, et on se rend compte que ce système-là, il fonctionne. On nous a dit, ouais, mais si tout le monde se met à faire de la vente directe, vous n'allez pas vous en sortir, les marchés seront... Eh ben, moi, quand j'ai commencé à faire de la vente directe en agneau, c'était en 82, effectivement, on était les seuls à vendre de la viande d'agneau en direct. Et sur le marché, il n'y avait quasiment que des revendeurs. Il y avait très peu de producteurs. Aujourd'hui, sur le marché de Millau, il y a la moitié des gens, c'est des producteurs. Donc, pas que sur le Larzac, quoi. Partout ailleurs, tout le monde s'est mis à faire un peu ça parce que c'était ou s'agrandir ou faire ça, quoi. Et ceux qui ne peuvent pas s'agrandir, ben, ils ont fait ça, quoi. Après, il faut que ce soit un choix, quoi. C'est pas évident pour tout le monde de le faire. Mais voilà, moi je tenais à dire ça, que l'agriculture, c'est pas forcément le bagne, quoi. Simplement, il faut qu'il y ait des conditions au départ qui font que l'accès au foncier en particulier, c'est hyper important. Et ça, là, nous, on regrette qu'ils aient jamais été mis en place, ces fameux offices fonciers que Mitterrand avait promis et que le PS avait promis à l'époque. Ils ont reculé devant le lobby de la FNSEA, je le dis, hein, parce que c'est exactement ce qui s'est passé, quoi. Qui ne voulaient pas de l'office foncier, ils ne voulaient pas de gestion du foncier collectif, quoi. Un office foncier cantonal, ça aurait été quoi? Ça aurait été un lieu où on se réunit. Aujourd'hui, il y a les commissions locales d'aménagement foncier. Là, ça aurait été ça, mais amélioré. Où il y aurait eu il y aurait eu les élus aussi. Il y aurait eu aussi tous les paysans du coin, toutes tendances représentées. Et puis, il y a aussi peut-être des associations de consommateurs, environnementalistes, etc. Pour faire en sorte que le foncier il soit réparti de manière juste et équitable. Et ça, aujourd'hui, on ne l'a pas. Aujourd'hui, sur un village, une ferme arrête, elle est dépecée entre les autres fermes d'autour, quoi, parce que celui qui arrête, il dit mais ma ferme est trop petite, celui qui va me la prendre, il n'aura pas à me la payer, alors que ceux qui sont un peu plus costauds à côté, eux, ils ont les moyens de me la payer. C'est ça. Et puis il y a aussi, tout ça aussi, mais on le subit nous aussi, hein, l'histoire de la PAC, ça freine beaucoup les échanges de foncier, quoi, parce qu'avec chaque hectare, il y a un droit à prime qui est lié, et ça c'est un vrai piège, quoi, aussi pour les agriculteurs, et faut qu'on arrive aussi à avoir une PAC beaucoup plus juste, quoi. Mais je m'éloigne du débat, là. Je ne sais pas si... On a dit beaucoup de choses, mais en fait on n'a dit pas grand-chose, parce que nous c'est 40 ans quand même tout ça, là, et qu'on a vécu. Moi j'ai été 12 ans co-gérant, toi tu étais 17 ans 18 ans gérant de la SCTL. Voilà, et donc moi j'ai fait 2 mandats, elle a fait 3. Ça tourne, hein, c'est pas toujours les mêmes, mais quand même, là aujourd'hui, il y a pratiquement plus d'anciens dans la gérance. Mais il faut quand même garder un ou deux
un ou deux vieux qui font le tuilage, quoi. Pas pour cette vigilance. Parce qu'il ne faudrait pas que ça change direct. C'est la transmission des choses qu'il faut qu'elle se fasse, quoi. La mémoire des choses. Pourquoi, à l'époque, on a fait, souvent, elle me demandait, mais pourquoi vous avez fait comme ça? Alors, il fallait chercher dans les dossiers, pourquoi on a fait ça comme ça? Voilà, à l'époque, les choses changent, donc il faut s'adapter. C'est aussi, je voudrais dire, un outil qui se modifie en permanence. La SCTL, c'est un gros machin maintenant. Ça paraît un truc énorme aux gens. Et en fait, maintenant on prend en cause, il y a les changements climatiques. Nous, on est aux premières loges depuis déjà 10 ans. On voit, depuis qu'on est là, nous, on voit changer les choses au niveau agricole pur, quoi. Et le bassin méditerranéen, nous, on voit quasiment la mer du bout du plateau. Donc on sait que on a des sécheresses de plus en plus dures, des canicules. Là, ça fait 2 ans qu'on a de l'eau miraculeusement un peu au printemps, mais on s'attend à avoir, c'est eux qui vont les avoir maintenant, des années difficiles. Et ça, il faut anticiper. Il faut à la fois essayer de baisser notre impact carbone. Donc on y travaille, on utilise moins les engins justement, faut les utiliser moins, broyer moins les cailloux, réfléchir quand est-ce qu'on va faire un champ ou pas. Mieux vaut garder un parcours comme il est, naturel, et les brebis y vont, il y a quelques qui y vont et il n'y a rien qui se dépense, que de faire un champ qui va produire sur 10 ans des récoltes. Une année ça va être bien, mais pendant 2 ans après il n'y aura pas. Donc là, c'est des choses qu'il faut maintenant réfléchir très, très fort. Et les jeunes, ils ont déjà conscience de ça. Se diversifier. Une année, il y a un peu moins de lait parce que je sais pas quoi, il y a moins d'herbe, etc. Mais nous, par exemple, là, les jeunes qui sont avec nous, ils commencent à faire de la légumineuse en vente directe, de la lentille. C'est dur aussi parce que nous, on n'a pas des bonnes terres. Du pois chiche. Là, ils ont commencé la moutarde. Bon, hier, ils ont tiré leur premier pot de moutarde. Des choses comme ça qui amènent un peu de plus. Les vaches maintenant, on fait du veau en direct et tout ça, donc ça diversifie de la brebis et ça permet aussi de s'en sortir mieux. Et puis ils sont heureux de faire ça aussi. J'ai constaté que là, et ça c'est quand même aussi, je trouve, quelque chose de positif. C'est d'être heureux de faire ce qu'on fait, de le faire manger aux gens, de le faire goûter. Et ça, c'est la joie du métier de paysan, c'est de nourrir les gens, mais de pas... J'entendais des fois des paysans qui disaient « mais moi je ne mange pas les choses que je produis », c'est grave quand même. Et c'est important de faire un métier où on nourrit les gens, mais on est content de leur donner des choses qui sont belles, quoi. C'est l'amour de notre métier, c'est important à nos yeux. Voilà, donc les changements climatiques, c'est à prendre en compte. Et il nous arrive aussi tout ce qui est, par exemple, dans nos maisons, on a un tas de critères qui comptent. Est-ce que tu as isolé ta maison? Maintenant, on regarde. Est-ce que tu as mis des volets? Parce que l'été, il fait tellement chaud que c'est important aussi de se préserver des chaleurs. Donc, c'est des critères qui rentrent en compte quand on fait l'estimation de l'état des lieux. On modifie nos tableaux parce qu'il y a des paramètres dont on ne se souciait absolument pas quand on s'est installé et qui maintenant deviennent importants pour une maison. Autrefois, il y a le chauffage, mais maintenant, il y a aussi l'isolation, parce que l'été, il fait chaud et on a des bonnes maisons avec des murs d'1 mètre, mais si tu as des volets, c'est quand même mieux. Donc, c'est des petits détails, mais pour vous dire que c'est un outil qui se transforme en même temps que les gens qui vont s'en servir. C'est en mouvement permanent, c'est pas un truc figé. Fait la proposition que nous entamions tout de suite le débat avec vous. Je me tourne vers les 3 responsables des syndicats agricoles qui interviendront à leur guise quand ils le voudront. Mais on a quand même, permettez-moi de donner mon avis, écouté des choses fortes, très fortes. Je vais lancer une petite pointe. Ceux qui ne croient pas en la capacité citoyenne de prendre les choses en main, il faut réfléchir aujourd'hui, ce soir. Moi, j'ai été personnellement très touché par ce que vous faites, parce que vous vous rendez compte, de 71, la lutte
et tout ça, mais je suis sûr que vous avez vous aussi des tas d'appréciations et de questions. Et en être heureux, je rajouterais. Et on a parlé du bonheur, Chantal. Ah bah oui, c'est important. Alors, mon cher Gérard, On va couper là. on coupe. Il faut qu'on fasse silence. Voilà, allez, à toi maintenant. Eh Bon, ben, allez. toi, qui c'est qui distribue? Allez. Attends que je règle un peu. Oui, comme vient de le dire Goldberg, je crois plutôt le prénom. Pierre. C'était vraiment, Pierre Goldberg, c'était vraiment très intéressant. Moi, ce que je voulais savoir, parce que est-ce que c'est des fermes individuelles et combien il y en a? C'est des fermes individuelles en fait. C'est pas des fermes collées, c'est pas des scopes, c'est pas des. Ah, c'est pas des scopes, c'est des fermes individuelles qui fonctionnent avec une gestion avec des règles collectives, plus ou moins. C'est ça. Mais chaque ferme est individuelle. Et chacun fait ce qu'il veut. D'accord. On va répondre à ces trois questions. Allez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, c'est plutôt des réflexions que des questions. D'abord, je voudrais vous féliciter déjà, parce que c'est à la fois, ça remue politiquement et en même temps, c'est un témoignage profondément humain. Et c'est dans le cadre, je dirais, d'une conduite de projet, c'est assez formidable, parce que vous êtes dans la complexité, comme dirait notre ami Edgar. Quand on commence une action, elle se transforme. Et à chaque fois, vous avez pu réagir en fonction de la réalité qui était mouvante, changeante. Et je pense que ce qui fait que vous avez arrivé, c'est qu'on sent un fil conducteur de valeurs. Et ça, c'est quand même, c'est ce qui fait que ça tient. Et c'est qu'il y a eu un réel projet démocratique. Et en fait, on sent aussi que ce profil de cette expérience qui est longue, a un vrai projet de territoire possible pour réfléchir à la société de demain et même celle d'aujourd'hui. Et moi, je réagissais par rapport aux valeurs d'usage sur le logement, moi qui ai beaucoup travaillé en insertion par le logement, et avec la crise du logement, avec les territoires qui se désertifient, même y compris dans l'Allier, des maisons on sent qu'il y a, soit il y a une logique de financiarisation et de capitalisation, soit il y a une logique de vivre dans un territoire et de vivre tout simplement, quoi. Enfin, et cette logique-là que vous offrez, je pense que politiquement, ça réveille. Parce que comme maintenant on est un peu dans l'impuissance, enfin moi j'ai un sentiment d'impuissance, et je me dis que ça vaudrait le coup de reprendre cette réflexion pour l'étendre, y compris sur des projets d'insertion liés au logement ou le travail, voilà, la place de chacun peut prendre dans une société, voilà, tout simplement. Ben, merci. Tout ce qu'on peut gérer en commun. Oui, alors oui, ça me fait penser que je voulais dire aussi, ce qui me paraissait important, c'est que je pense à Paul Blancard, là, qui est enterré dans le Larzac, et il disait toujours l'important c'est le par tous. C'est égaux, on est tous égaux en droit, mais c'est le par tous qui est fondamental. Plutôt que, toujours quand on parle d'insertion au projet politique, on parle pour les autres, pour tous. Mais le par tous chez vous est fondamental. Et ça aussi, ça m'a beaucoup touché de revenir à cet homme, ce qu'il a appris. Et voilà. Merci, D'abord, répondre à notre question. D'abord. Bonjour. Alors moi, en 1971, j'étais sur le plateau du Larzac, parce que j'étais étudiante à Toulouse et nous sommes montés au Larzac. Et je dois dire, je remercie et je suis admirative des paysans qui ont commencé cette lutte, parce qu'ils n'ont pas refoulé ces étudiants qui étaient ce qu'on appelait des 68ards. Moi, je suis montée fille de paysan, donc ça me prenait au triple, vraiment, cette lutte. Mais je suis montée avec des tas d'étudiants qui ne connaissaient pas la campagne. Et il y a eu une osmose qui a été intéressante, et je vous en avais parlé. Ces paysans ont su accueillir ces jeunes étudiants et en profiter pour certaines expertises.
parce que je suis montée là-haut, on disait comme ça, avec des étudiants en agriculture, enfin des ingénieurs agronomes là, qui ont sans doute été utiles. Et comme vous l'avez signalé aussi, ces paysans du Larzac, de ce plateau, qui ont osé affronter l'armée, enfin, c'est extraordinaire quand même comme lutte. Et c'est vrai que c'est un symbole immense en France. Pour moi, c'est une mémoire extraordinaire. Eh bien, ils ont su aussi accueillir ceux qui venaient d'ailleurs, comme vous. Et l'osmose s'est créée et ils n'ont pas, comme on l'entend parfois, traité d'étrangers ou ne sachant pas. Vous avez appris avec eux et vraiment, je crois qu'on doit les remercier 1000 fois pour ce qu'ils ont initié. Et maintenant, vous avez continué, vous poursuivez avec les aléas et avec les changements qui vont s'opérer, qui se sont opérés, qui vont s'opérer. Alors ma réflexion, c'est sur les jeunes agriculteurs qui veulent s'installer, qui ne trouvent pas de terre ou qui ne trouvent pas le moyen financier pour s'installer. Et vous avez une réponse. J'ai envie de vous dire, vous avez une chance inouïe parce que c'est l'État qui est propriétaire. Et donc les jeunes agriculteurs, les jeunes qui veulent s'installer, effectivement, vous avez des demandes parce qu'ils n'ont pas à mettre sur la table autant d'argent que par ailleurs. Donc c'est un modèle, mais moi je m'interroge et j'interroge ici les autres syndicats agricoles. Que faut-il faire aujourd'hui pour l'installation de ces jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir des terres occupées par l'État, mais voilà, ce sont des propriétaires privés, il y a le cheptel, il faut le payer, je ne sais pas comment vous faites vous avec le cheptel, vous le mettez dans le bateau, enfin vous l'estimez, et puis voilà, enfin vous allez expliquer parce que j'ai compris les maisons, les terres, vous n'avez pas parlé du cheptel. Le cheptel m'intéresse à part, mais on va en parler. Voilà, vous allez l'expliquer. Alors aujourd'hui, la grande question, c'est comment les jeunes peuvent-ils s'installer. Bon, j'enlève l'agriculture intensive et productiviste parce que vraiment, c'est pas le sujet aujourd'hui, on est contre ça, il faut aller ailleurs. Mais déjà, l'installation de ces jeunes, quelle est notre réflexion à nous tous? J'interpelle aussi les syndicats ici présents pour qu'il y ait plus de jeunes qui puissent accéder à l'agriculture, comme ils en ont envie d'ailleurs, et peut-être de changer de modèle. Des réponses? Alors les fermes, elles sont... c'est des fermes individuelles, hein, chacun si on fait un appel à candidature sur une ferme, on a des gens qui viennent, ils ont un projet et ils nous l'exposent et après ils le mettent en pratique. Après on ne s'en occupe pas, ils payent leur fermage et on ne va pas voir si les brebis sont traites ou si ça ne nous concerne pas. Nous on loue la structure, point barre. Chacun a son projet et vit chez lui comme il l'entend. Voilà. Après il y a énormément de GAEC, comme sans doute partout en France. Nous il y a énormément de GAEC. Nous on est en GAEC à 2 fermes. Au départ moi j'avais une ferme avec mon conjoint, qui est décédé, de perdre mes enfants. Et après, on a fait un GAEC avec Thomas, qui est devenu mon nouveau compagnon, puis avec mon fils. Puis on a rentré un nouvel associé en 2020, et on a 2 salariés là, puisqu'il y en a un qui va prendre ma place après, et on a un salarié à plein temps. Donc là, on est 6 sur la structure, il y a 2 fermes, et il y a à peu près 500 hectares. Dans le GAEC? Dans le GAEC, on est 4 associés, 2 salariés. Les 4 associés ont les mêmes droits? Ah oui, les 4 associés sont payés pareil. Et les mêmes droits de décision. Oui. Et voilà, donc c'est toutes des fermes individuelles. Ce qu'on a maintenant, c'est que de par les GAEC, il y a des gens qui rentrent sur les GAEC sans appel à candidature de la part de la SCTL, puisque c'est évidemment les associés de GAEC qui choisissent leurs repreneurs et leurs associés. C'est notre cas en ce moment. Celui qui va me succéder, c'est évidemment nous. Enfin, c'est lui qui nous a choisis, mais c'est évidemment nous qui faisons le travail avec lui. C'est pas la SCTL qui va nous dire « On vous a trouvé quelqu'un là, vous allez le prendre ». Ben non, évidemment. Et donc on a plein de gens, et de jeunes ou moins jeunes, qui arrivent sur les fermes sans que la société civile ne les ait choisis. Donc il faut aussi qu'on fasse cette démarche. On l'a faite avant que je ne parte. Là, on avait fait 2 réunions où
on disait aux gens qui étaient sur les fermes et qui n'avaient pas été choisis par la société civile, ben venez, on va faire connaissance, vous êtes sur une ferme de la SCTL, voilà comment ça marche, voilà qui sont les gérants en ce moment, voilà comment vous êtes rentrés là-dessus, et ben, quels sont les enjeux sur la société civile, etc. On leur explique l'outil parce que justement, ils ne sont pas venus par le biais de la société civile directement, mais par l'entrée dans un GAEC comme tous les GAEC de France. Donc voilà, là ça se passe comme ça. Le cheptel et le matériel, alors, vous l'avez vendu? Alors non, la société civile, elle s'occupe uniquement des structures, le foncier, les corps de ferme. Bien sûr, mais le jeune qui veut s'installer, ben, il fait comme tout le monde. Il a déjà un accès au foncier qui est gratuit. Oui, d'accord. Il paye la valeur d'usage de la maison et s'il veut reprendre le troupeau, le matériel, etc. Mais sachant qu'on a quand même, nous, des fermes, même à la taille de l'Aveyron, des reprises qui sont ridicules par rapport à des moyennes aveyronnaises. Eh ben oui, mais quand on s'installe, il faut quand même aussi avoir des outils de travail, un troupeau, du matériel. Voilà, ça concerne le fermier qui sort. La SCTL n'y a rien à voir. C'est pas elle qui va vendre les brebis, le matériel, etc. Nous, on se charge de la structure, uniquement. Les clôtures, le corps de ferme, la carcasse du corps de ferme et le foncier. À un moment, je pensais, il y avait une question qui disait, parce que j'ai pensé à l'AVEM. Le territoire des valeurs. Oui, et la deuxième, c'est la dame disait, il y a des gens d'ailleurs qui sont venus amener des choses. Ben, pendant la lutte, il y a eu ce qu'on a appelé l'Arzac Université, où des intellectuels venaient expliquer des tas de choses. Et il y a eu aussi, par ce biais-là, la création d'un groupe vétérinaire à l'époque, c'est-à-dire l'école de Lyon, comment ça s'appelle, Michel Fontaine, l'école vétérinaire de Lyon, qui est venue et qui a les paysans étaient demandeurs de valoriser plus leur bétail et leur structure en disant, dans le but de la lutte du Larzac, on peut vivre de l'agriculture ici, mais ils se rendaient compte qu'ils avaient des lacunes sur la conduite des troupeaux, etc. Et ils voulaient prouver qu'en gérant mieux leur ferme, d'un point de vue aussi vétérinaire, ils allaient s'améliorer et prouver qu'on pouvait vivre dignement des brebis, par exemple. Et donc, Fontaine a amené l'idée des groupes vétérinaires, et ça a donné petit à petit ce qu'on appelle maintenant l'AVEM, Association vétérinaire éleveurs du Miavois, qui regroupe maintenant 150 éleveurs. Ils étaient 6 à l'époque du Larzac. Maintenant, il y en a 150. Sur tout l'Aveyron, l'Hérault, même un peu de la Lozère, je crois. Ils refusent du monde. Et donc, on est les éleveurs et on a des vétérinaires sous contrat. On a 3 vétérinaires qui sont que pour nous. Et donc, quand on a un problème au troupeau, moi je téléphone et je dis tiens, j'ai tel truc, qu'est-ce que je pourrais faire, etc. Et si ça va pas, s'il faut vraiment, ils viennent et on regarde tout. Et on fait avec ce truc-là, et on paye une cotisation par brebis, par vache, et on a à disposition les vétérinaires. On paye à l'acte seulement les césariennes, les castrations, des choses comme ça. Mais en gros, on peut disposer, si une année il y a vraiment un problème sur le troupeau, le vétérinaire peut venir 2 fois par semaine, on ne va pas payer plus cher que la cotisation par brebis. Et puis les jeunes qui se lancent et qui ont moins confiance en eux, tout ça, c'est la mutualisation des choses. C'est-à-dire qu'une année, ils vont se lancer et dire bah, j'ai pas confiance, je fais venir le vétérinaire plus souvent pour m'aider ou pour voir mes problèmes. Et ben ça va pas lui coûter plus cher que sa cotisation. Et nous, les vieux qui roulons et qui... Nous, moi, je passe un coup de fil pour un truc et ça ne coûte rien. Et bien, à ce moment-là, c'est nous qui finançons, entre guillemets, son plus de vétérinaires cette année. Voilà. Et ça, c'est formidable parce qu'on fait énormément de prévention et on a des frais vétos ridicules. On fait beaucoup de prélèvements, de coproscopie, tout ça, pour ne pas traiter. On a diminué énormément nos frais vétérinaires et nos vermifuges, etc. C'est très important pour la santé humaine aussi, tout ça. Et c'est vertueux pour tout le monde, économiquement pour les éleveurs et pour le consommateur.
Et puis, il y a encore une fois du plaisir et du bonheur parce que mon vétérinaire, moi je me souviens du vétérinaire qui venait chez mes parents, ma mère, le respect, le truc, c'était la classe sociale au-dessus de nous et il me le faisait sentir. Et alors que le veto vient chez nous, je le tutoie et puis il me dit qu'est-ce que tu as fait là l'an dernier par exemple, et c'est réparti. Le savoir, ils disent que les paysans ont des savoirs. Et le vétérinaire, il prend aussi nos savoirs qui remontent vers lui, qui retournent vers l'ensemble des 150 adhérents. Et ça, c'est bien de sentir que les paysans, oui, on sait faire des choses. Et qu'ils me disent, par exemple, si tu n'y es pas arrivé, j'y arriverai pas non plus. Je lui amène une brebis parce qu'il faut faire une césarienne. Il me dit, si t'es pas arrivé à sortir l'anneau, c'est pas à peine que je m'y colle. De façon humaine, ça fait du bien d'entendre ces choses-là. C'est-à-dire qu'on est reconnu en tant qu'éleveur, on a des savoirs. Et c'est des outils qui sont issus de la lutte du Larzac et qui sont maintenant reconnus dans tout l'Aveyron pour leur efficacité, parce que ça fait progresser tout le monde. Et ça, c'est bien aussi que ça existe. Et je ne sais plus pourquoi j'ai divagué sur la REM, mais c'était dans les... Oui, parce qu'on parlait du projet de territoire, comme elle m'a dit, qu'on avait des valeurs, que je l'avais noté. Et effectivement, oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment un petit territoire qui s'est élargi à beaucoup plus que le Larzac, qui va en Lozère, en Aveyron, et sur le Nord Aveyron un peu aussi. Larzac Université, le but c'était le partage du savoir. Donc il y avait des grands universitaires, historiens, géographes, biologistes qui étaient venus sur le Larzac pendant la lutte, faire des soirées veillées de discussion au coin du feu avec 10-15 paysans sur des sujets aussi ardus que ça, quoi. Et c'était passionnant, quoi. Moi, je n'ai pas assisté à beaucoup, mais j'en ai assisté à 2 ou 3. Et puis l'idée, c'était de dire que, comme tu le dis, que vous aussi, vous avez du savoir à nous apporter. Et ça, c'était vachement intéressant. Donc, c'était une façon de nous aider à lutter en disant, oui, il y a des intellectuels parisiens ou lyonnais ou bordelais, qui viennent là-haut et qui soutiennent cette lutte. Donc, c'était vachement important quand même, comme encouragement. Mais ça nous a apporté. Moi, les vétos, on a appris à faire des césariennes, par exemple. On fait des chirurgiens, quoi. On ne savait pas faire de césarienne. Après, il y avait 1 ou 2 par quartier qui savaient faire la césarienne, qui allaient les faire chez les uns chez les autres, parce que nous, le veto, il n'est pas à côté, et puis ça coûte très cher. Donc, on a été capable de faire ce genre de choses, quoi. Oui, il y a eu plein d'outils comme ça qui se sont mis en place pendant la lutte et après, quoi. Bon, la SCTL, ça a été assez plus important, ceux qui existent encore, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a mis en place un système de vente directe avec une salle de découpe, un IO. Pareil, on n'a pas trié les gens que du Larzac, on a pris des producteurs d'ailleurs, avec qui on a travaillé. Alors oui, il y avait une question sur est-ce que c'est reproductible? Vous avez de la chance, vous avez dit, c'était les terres de l'État qui étaient là, on en a parlé justement dans la voiture, et Chantal disait, c'est mon seul questionnement, c'est est-ce que ça peut être reproductible? Moi j'ai répondu, c'est une question de volonté politique. Et vous savez, aujourd'hui, en ce moment, là, il y a la loi d'orientation agricole qui se discute. Il est tout juste de rattraper par un amendement le fait qu'il fallait au moins 400 000 fermes en France. Tout juste, c'était hier ça. Heureusement, parce que si on accepte qu'on descende en tout, on est déjà à 380 000. Quand on descend encore en dessous, ça veut dire qu'on va encore faire s'agrandir les fermes et qu'on va rentrer dans un système d'agriculture américaine. Mais bon, c'est peut-être pas ce qu'on veut. En tout cas, nous, en tant que paysans, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce qu'on veut sur le plateau. Je pense qu'il y a beaucoup de consommateurs et de citoyens qui veulent pas ça, quoi. Donc aujourd'hui, ça veut dire la volonté politique, c'est il faut effectivement que l'État soit capable de mettre des limites à la grandeur des fermes et soit capable aussi de faire des stocks de foncier. Ça a été calculé par je ne sais plus quel politique dans cette discussion. Avec 1 ou 2 milliards par an de terres qu'on mettrait de côté, on finirait par avoir un bon stock. Et ce stock-là, on pourrait le gérer collectivement. Et c'est là où notre expérience pourrait servir. Après, on n'est pas le seul exemple possible, mais je veux dire, en tout cas, on est prêt à faire en sorte d'aider à se mettre. Et pour moi, l'important, ça serait que cette chose-là soit gérée par la base, que ce ne soit pas géré par l'administration ou par la DDT, etc. Il faut qu'il y ait des groupes de base qui gèrent ça, comme c'était le projet des offices fonciers cantonaux. On peut revisiter ça à 40 ans, mais c'est pas forcément nul, revisiter ce truc-là. Mais le foncier,
pour moi, c'est vraiment un problème de volonté politique et c'est pas un problème insurmontable. Mais bien entendu que c'est pas en politique comme ça. On a essayé de le reproduire à Notre-Dame-des-Landes. Enfin, on a essayé. On est allé nous expliquer ce que c'était que la Société des Terres du Larzac à Notre-Dame-des-Landes après qu'ils aient gagné la lutte contre l'aéroport. Ils avaient 1 millier d'hectares, 1200 je crois, qui avaient été achetés par le Conseil Général, c'était pas l'État là, mais... Et donc on leur a expliqué comment ça fonctionnait tout, donc ils ont proposé un système calqué un peu là-dessus. L'État et le Conseil Général ont dit ah non, surtout pas un second Larzac. Surtout pas un truc qui marche, quand j'entends ça, j'entends surtout pas un truc qui marche, qui fait comprendre que les gens peuvent être autonomes, sans qu'il y ait de l'argent, sans qu'il y ait... Moi je le vis comme ça et je le sens comme ça, et je pense que c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Parce que pourquoi on serait un mauvais exemple? Le bien de l'État aujourd'hui, si on estimait ce qu'il vaut, mais il vaut 100 fois plus que ce qu'il avait quand il y a 40 ans, on nous l'a donné. Il n'y a plus un bâtiment en ruine, maintenant il y a de l'eau, l'électricité partout, il y a des routes, il y a tout est en état, tous les champs sont cultivés, même la forêt elle est entretenue, etc. Pourquoi c'est un mauvais exemple? Ça c'est extraordinaire d'entendre ça quand même. Alors, peut-être c'est le moment des syndicats agricoles, la maîtrise du foncier, c'est une question fondamentale. Christian dit c'est une volonté politique, mais et si la volonté citoyenne s'en mêlait, par exemple au travers des syndicats? Si vous êtes prêts, vous dites... Pierre, t'es chaud, je suis chaud. C'est un sujet d'actualité effectivement extrêmement important. Là, je regardais tout à l'heure dans les informations. Sur la loi d'orientation, le ministre de l'Agriculture vient de retirer les GFAI. C'est une victoire quand même, c'est une belle victoire. Alors, on va expliquer ce que c'est quand même. Le GFAI, c'est-à-dire c'était la possibilité pour un certain nombre de personnes de pouvoir acheter du foncier. On avait un problème de gestion derrière, et donc, ça pouvait être des agriculteurs, mais ça pouvait être aussi des investisseurs autres, et notamment des industriels ou la grande distribution. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre... et c'est intéressant ce qui vient d'être dit, parce qu'on est aujourd'hui à la croisée des chemins. Quel type d'agriculture on va mettre en œuvre demain? On est moins de 400 000 agriculteurs, on a un gros problème d'alimentation dans notre pays, on est dépendant au niveau alimentaire, et plus on agrandit et plus on continue de spécialiser, moins la France produit. Donc il faut repenser complètement le système agricole dans lequel on est. Le système dit productiviste, c'est un mot qui est très mal employé. Plus le système est productiviste, moins il y a de production qui se fait. Pourquoi? Parce que la spécialisation amène une diminution logique de la production au niveau agricole. Parce qu'on n'utilise pas le complet potentiel des terres et du foncier qu'on peut avoir. Donc il faut repenser complètement l'agriculture différemment, il faut remettre des hommes sur le territoire, des hommes ou des femmes, le problème du sexe on s'en fout, c'est pas le sujet. Il faut remettre des personnes sur le territoire et il faut gérer complètement l'agriculture différemment. Et on a des outils pour pouvoir le faire. En Guyane, la terre, par exemple, est propriété de l'État. Et l'État, aujourd'hui, c'est une grande bagarre qui est en train de se mettre en place par les agriculteurs là-bas, c'est de conserver la propriété du foncier à l'État. C'est une bagarre que les agriculteurs sont en train de mener. Ils ont instauré les affaires là-dedans, mais pour le rendre au privé. Et non pas pour avoir une gestion qui permette de pouvoir travailler, de pouvoir transmettre. Parce que l'achat du foncier, ça coûte très cher. Et puis après, une fois qu'on l'a acheté, il faut le revendre derrière, et celui qui reprend, il rachète, et il rebolote, et il s'endette, et on continue. Et c'est une mécanique qui dure. Blablabla. Et à chaque fois, les gars, ils en ont plein de dos, parce qu'ils ne peuvent pas être partout. Donc, le foncier, ça a un gros avantage, c'est que ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Comme c'est en place, ça ne va pas s'envoler, ça ne va pas partir, ça reste là. Donc ça veut dire d'abord, ça ne peut pas s'agrandir. Aussi, on ne peut pas le multiplier, il est là, il est comme ça. Et donc ça veut dire que c'est un bien qui n'est pas un bien pour moi comme un autre, c'est un bien qu'on doit pouvoir gérer d'une manière cohérente et dans l'intérêt de tous, et pas dans l'intérêt de quelques-uns. Donc il faut revoir complètement cette gestion du foncier. C'est 2 milliards qu'il faut pour arriver à... C'est 2 milliards, c'est rien, c'est 2 milliards qu'il faut investir pour arriver à avoir une gestion qui puisse être pas forcément ni collective, mais qui puisse être partagée par un certain nombre
de gens. C'est-à-dire que la propriété, à la limite, on s'en fout qui est propriétaire du foncier. C'est pas ça qui est intéressant. C'est l'usage qu'on en fait qui est intéressant. C'est comment on le gère derrière. Mais si derrière on y met un intérêt marchand dans le foncier, ben effectivement, il y aura des gens qui auront intérêt à ce qu'il y ait une rentabilité qui soit là en permanence directe. Donc il faut véritablement avoir une modification de notre mode de pensée. Il y a une loi sur le foncier qui a été... c'est Dominique Potier, qui est un député socialiste, qui essaye de se mobiliser pour ça. Il y a eu une signature sur cette loi de tous les groupes politiques, de tous les syndicats agricoles. Elle ne verra jamais le jour. Elle ne verra jamais le jour dans l'état actuel des choses, parce qu'il y a des lobbies derrière, et puis on est dans un état, on va le dire comme ça, capitaliste, qui fait que si jamais on mettait une gestion beaucoup plus collective du foncier, ben, il y a des intérêts qui tomberaient. Et donc cette loi, elle va, c'est malheureux, parce que quand Dominique Potier explique que c'est un ancien agriculteur, quand il explique pourquoi il faut avoir une gestion beaucoup plus collective, pas collectiviste, collective du foncier, parce que c'est un bien qu'on peut pas, qui est là, qu'on peut pas bouger, et qui a un intérêt derrière. Personne dit, ben non, c'est faux, ça peut pas aller, quoi. Personne n'ose dire, ah non, on va gagner du fric avec ça. Personne n'ose le dire. Par contre, dans les faits, il tortille le truc. Donc, si on veut aujourd'hui relancer complètement la production agricole, on produit aujourd'hui à peu près 70% de nos besoins en France. On produit à peine 50% de nos besoins en fruits et en légumes. On produit, c'est autour de 20% en moutons. Voilà, je ne vais pas faire tout le détail partout. Donc il faut augmenter la production agricole. Absolument. Il faut absolument l'augmenter. Pour l'augmenter, il n'y a pas 50 solutions. C'est des êtres humains qu'il faudra mettre en œuvre. Ce n'est pas les machines qui vont pouvoir le faire. Les machines vont... Alors ça va faciliter le travail, ça va faire un certain nombre de dégâts, mais ça va diminuer la production agricole, ça va diminuer le montant. Donc c'est les êtres humains qui vont pouvoir augmenter. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un accès au foncier qui soit complètement différent de ce qu'on a aujourd'hui. Il faut qu'on arrête les spéculations. Alors l'accès au foncier, l'accès au capital d'exploitation. Voilà, j'arrête. Jean-Louis ? Bah vas-y, je lui donnerai à moi la fin. Ah, j'aurais préféré le Eh ben donne. Non, c'est un peu difficile de prendre la parole derrière tout ça parce que je vous avoue que je suis un peu en admiration, je suis en admiration par rapport à tout ce que vous nous avez dit, parce que c'est des choses que tout syndicaliste qu'on est, on aurait voulu mettre en place depuis le début. Bon, j'ai plus de 70 ans maintenant, c'est trop tard, mais j'ai passé ma vie à essayer de défendre ces choses-là, j'en ai fait quelques-unes, mais d'autres qu'on n'a pas du tout pu faire aboutir. Alors je me pose quand même une certaine question, et je me dis s'il n'y avait pas eu cette volonté de faire ce camp militaire, est-ce que vous pensez que vous auriez pu faire ce que vous avez fait? Donc je me dis qu'il faudrait quand même qu'on ait des coups dans tous les départements pour arriver à faire évoluer la situation et les positions des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, comme dans notre département de l'Allier, bon, on ne va pas refaire l'historique du syndicalisme dans l'Allier, mais on avait tout dans l'Allier pour faire ça. On avait des syndicats dans toutes les communes, qui ont monté des coopératives dans toutes les communes. Et puis ces coopératives, ensuite, elles sont regroupées à l'échelon cantonal, départemental. Et puis quand on s'est rendu compte, par certains experts agricoles, qu'on devenait trop important, on les a démontés. Et aujourd'hui, on en est arrivé à faire des coopératives qui sont, pour certaines, cotées en bourse. Alors j'appelle plus ça des coopératives. Donc on a quand même fait un chemin complètement inverse. Mais c'est vrai que ce que vous avez fait, c'est ce qu'il aurait fallu qu'on essaie de faire et ce qu'il faudrait qu'on essaye de faire aujourd'hui. Mais dans le foncier, la bataille du foncier aujourd'hui, eh ben, c'est pas gagné encore. Ah non, on n'est pas gagné. Drôle de bagarre. Drôle de bagarre. Non, c'est une bonne chose. Moi, je vous dirais que la politique, ça se bouscule. Il est clair que les lois ne sont pas en la faveur de ce qu'on voudrait promouvoir, parce que les lois, c'est le capital qui les fait, c'est les gens qui ont le pouvoir, les gens qui ont l'argent, les gens qui achètent, qui payent des lobbyistes à Bruxelles, tout ça, quoi. Nous, paysans, qu'est-ce qu'on est dans tout ça? Pas grand-chose, ok. Donc tu te dis, tu vois la loi, tu vois ce que toi, tu arrives à faire, tu baisses les bras. Alors, non, ok, Pierre. Après, moi, je vois
on peut dire ça, ok. Il y a eu la lutte du Larzac, on a ça, nous, notre génération, enfin, là, les gens qui sont dans la salle, ça nous cause. Moi, je vois là, pour en revenir un peu au combat qu'on mène, nous, à la Confédération Paysanne, je vois les bassines, je vois l'accaparement de l'eau, je vois les histoires de photos d'agrivoltaïsme, que maintenant, ça rapporte plus de faire de l'énergie sur les terres que de faire de la production pour nous nourrir. Tout ça, nous, on est là-dessus. Mais nous, on n'est pas uniquement syndicat agricole là-dessus. Là, les jeunes, ils sont là-dessus. Les jeunes, ils sont plus dans... Enfin, je les sens moins dans la politique, mais ils sont dans l'action là-dessus pour forcer les choses par leur présence, par leur militantisme, par leur activisme. N'ayons pas peur des gros mots, hein, les fameux éco-terroristes, les fameux soulèvements de la terre qui font une peur bleue à la FNSEA. Moi, je vous l'assure, ils ont peur de ça. Ils ont peur parce qu'ils ne les connaissent pas. C'est des gens qui sont encartés nulle part, c'est des gens qui n'ont pas de lobby, c'est la société civile, ils sont invisibles et tout d'un coup ils sont là. Le 11 mai, là, dans le Puy-de-Dôme, on était des milliers, mais des milliers de jeunes, quoi. Des vieux comme nous, on était ultra minoritaires. Et dans des manifs, bon sang, ben moi ça m'a remué. Parce qu'on a l'habitude dans les manifs, c'est les retraités qui y vont, quoi. Et là, bordel, c'était les jeunes qui veulent s'occuper de la planète, de l'environnement, de leur avenir, et qui veulent secouer tout ça pour que ça change. Et bien, mine de rien, ils sont une force qui fait peur peut-être, mais qui amène à ralentir ce système de cinglés, cette course au profit. Et mine de rien, et ben, ça met du sable dans la machine, hein. Ça grippe le truc parce que, attention, il y a de l'opposition qui peut peut-être être violente, voire non violente, mais de l'opposition. Le qu'en dira-t-on, la note chez machin et truc, là, le triple A, le A+, le A-, enfin bref, la cotation de la France. Il ne s'agit pas de faire trop de vagues. Tout ça, mine de rien, tout ça, ça amène à ça. La répercussion de la notation économique de la France sur les marchés mondiaux. À quel taux on emprunte. Il s'agit que ça ne bronche pas pour donner confiance aux investisseurs qui prêtent à la France. Vous voyez ce que je veux dire? Et si ça bouge un peu, si ça gueule là-dessus, les jeunes, eh ben bordel, ça ne plaît pas en haut, parce que ça nuit à nos petites affaires. Et là-dessus, je voudrais dire, nous, on est principalement en vente directe, hein, c'est ce qui nous occupe beaucoup. Les éleveurs, c'est plus difficile, quoique maintenant, quand même, ils se sont mis à faire des caissettes, à venir sur les marchés, et ils en sont très contents, qu'ils soient en bio ou pas. Mais enfin, ils connaissent le consommateur, ils connaissent la société civile. Parce que tous les mecs à la FNSEA, ici, là, dans le département, c'est de la viande, extensif, bovin allaitant. On prépare un produit qui part en Italie, se finir d'engraisser pour le marché italien. Le consommateur, on ne le connaît pas. Donc vous pensez bien que les soulèvements, comment ça fait peur, on ne sait pas c'est qui. Tout ça, ça pèse énormément. Faut pas croire. Faut pas être... T'y crois encore, Pierre? Mais faut pas être défaitiste, parce que mine de rien, il y a encore des gens qui se mobilisent. Alors on parle des bassines, on pourrait parler du nucléaire, hein, de ce qui se passe dans la Meuse, de ce qu'on a... Et on a parlé de Notre-Dame, les zones à défendre. On parle des arbres là-bas, pour ce putain d'autoroute, là, toujours plus de bagnoles, pour les Tesla, que nous, agriculteurs, nous allons nourrir. Hein, non, plutôt crever. Enfin bref, voilà, tout ça. Et faut pas croire, les jeunes ne sont pas dupes. Les jeunes sont toujours là. On pourrait dire les jeunes, ils font plus de politique, ils sont dans leur truc, leur portable, leur machin. Mais non, des jeunes qui veulent encore se mêler de l'avenir, il y en a. Il y en a. Et toujours des intellectuels brillants, comme il y avait au moment du Larzac. Il y en a encore. Hein. Les jeunes ne sont pas tous des bons à rien. Ils ne veulent pas travailler. Là, je m'égare.
au fond, c'est peut-être ces jeunes-là qui font la vraie politique. Pas le sommet et l'image désastreuse que ça nous donne. En rural. Allez, on continue encore un petit peu le débat. Oui, on a beaucoup parlé d'agriculture, mais moi je crois que sur ce domaine-là, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, le problème des agriculteurs, c'est qu'ils nourrissent la population, en définitive. Donc, est-ce qu'on pourrait pas, je dis ça à chaque fois, à chaque débat, est-ce qu'on pourrait pas, sur des territoires, essayer de mettre en place concrètement une sécurité sociale alimentaire, c'est-à-dire qui lierait les producteurs de choses qui se mangent avec les consommateurs eux-mêmes. Et ça, le construire sur un territoire. Voilà. C'est une idée que je voudrais lancer à nouveau. Ça permettrait que tout le monde se mette en place, en face. Deuxième sujet que je voulais aborder, mais bon, c'est peut-être trop tôt pour en parler, mais ça, on parle de l'agriculture. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas parler aussi de la production industrielle et rendre les gens qui sont acteurs, je pense à Dicéo, à Commentry, leur dire que c'est possible, que si des gens prennent en charge leur propre production industrielle, c'est possible. Parce qu'en règle générale, les gens, ils disent « Oh ben, on ne va pas y arriver, c'est compliqué, on ne sait pas faire. » Bon, on ne sait pas faire, ils disent. Mais on ne va pas y arriver, c'est trop compliqué. On a un anniversaire, là, tout de suite, c'est les Fralib. Bon, les Fralib, ça a marché. Il y a eu un très beau reportage l'autre jour à la télévision. C'est pas une grosse structure, mais est-ce que vraiment, moi je dis, est-ce que vraiment les travailleurs d'Adicéo qui sont en lutte parce qu'ils ont des suppressions d'emplois, est-ce que ça ne serait pas temps qu'ils se disent bon, eh bien nous on va le prendre en charge, cette chose-là. La production de la béthianine, on va la prendre en charge. Voilà. Oui, moi je voudrais simplement signaler, mais probablement les gens de Larzac et d'autres ici connaissent, il y a un mouvement national qui s'occupe depuis 20 ans maintenant d'acheter des fermes pour installer des agriculteurs en agriculture biologique qui s'appelle Terre de Liens. Donc je voulais le signaler parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant et chacun peut être partie prenante de ce mouvement qui comprend 3 piliers. Il y a une association, donc des gens qui sont militants à Terre de Liens, parce qu'il y a aussi des valeurs qui sont véhiculées autour de ce mouvement. Il y a une foncière qui est propriétaire des terres et qui gère les terres, un peu comme votre SCTL. C'est pas tout à fait la même chose, parce que moi j'appelle ça une appropriation collective privée. C'est-à-dire, en fait, c'est des gens comme moi et d'autres qui donnent de l'argent, qui achètent des actions à Terre de Liens, et donc ensuite c'est géré par la foncière. Et puis le 3e pilier, c'est la fondation qui permet de collecter de l'argent en plus des actions. Hein. C'est-à-dire que pour faire vivre le mouvement, c'est un mouvement assez important. Hein. Actuellement, il y a beaucoup de salariés. Je ne sais pas le salarié dans le mouvement, mais il y a surtout beaucoup de paysans. Je ne sais pas le chiffre exact maintenant où on en est, mais de l'ordre de 300 fermes en France, peut-être plus même. Ils s'en achètent sans arrêt. Donc le principe, c'est quand des gens sont porteurs d'un projet, par exemple, ils ont repéré une ferme qui est à vendre et qui leur convient, et ils ont un projet, donc ils le présentent à l'association locale Terre de Liens, et il y a un dossier qui est fait, et c'est validé ou pas. C'est pour ça qu'il y a des similitudes avec notre SCTL. Et donc ensuite, si tout ça se passe bien, ça match, comme on dit, Terre de Liens lance l'achat d'actions. Soit
si c'est vraiment urgent, elle l'achète direct parce qu'il y a des fonds propres qui sont maintenant très importants, à Terre de Liens. Voilà. Et donc, on installe un paysan avec un bail de carrière aussi, sur une longue période, uniquement en agriculture biologique. Voilà, je ne vais pas développer plus, mais c'est quand même un clin d'œil qui peut intéresser les gens parce que chacun peut être militant à Terre de Liens ou actionnaire ou simplement faire des dons. C'est comme ça que le mouvement fonctionne. Et là, c'est pas l'État, on se prend en charge. Vous l'avez peut-être dit, mais j'aimerais que vous nous reprécisiez le pourcentage d'agriculture en bio et d'agriculture en chimie. Sur le plateau. Ah bah oui, évidemment. Un bio conventionnel. Oui. Il y a, voilà, sur 90%. Je sais plus, on l'a fait. On l'a fait dans la voiture, mais non, mais on l'a fait la dernière fois, pour qui on a calculé ça. Je pense qu'on est à 80 ou 90% en bio. Ah, ça me va. Mais on n'impose pas à nos fermiers. On attire des fermiers qui ont ce profil. Mais on ne le met pas, nous on ne fait pas de baux environnementaux. On ne veut pas déroger au statut du fermage. Et sur le truc, Terre de Liens, oui, on a des liens avec eux. Ils nous demandent des tuyaux, des fois au début ils ont demandé des tuyaux pour la gestion. Eux, ils ne veulent pas gérer le bâti. Et nous, on pense que c'est un problème. Parce que à notre échelle, on voit bien que si on ne gérait pas le bâti, nos fermes, elles dureraient pas, elles ne seraient pas transmissibles comme elles le sont. Pour nous, le bâti, c'est un outil de travail. Et s'il devient propriété du fermier, dès la première génération, dès la deuxième, on a un problème. Le fermier se retrouve sans maison dès qu'il arrive déjà. Et les bâtis, nous, on a un corps de ferme magnifique, Cosnard, cour fermée, bergerie en voûte, tout ça, il y a les agnelles dedans, et la maison, la cave en dessous, la chaufferie. Et si on nous avait dit, vous aurez la maison en propriété, par exemple, et à ma fin de carrière, la ferme, elle était rayée de la carte. Parce que le corps de ferme ne peut pas être dissocié. Celui qui viendrait à ma place, s'il n'a pas la maison, il n'a pas le jardin, il n'a pas la cave. Il y a Terre de Liens où il y a le bâti avec. Ouais. Énormément. Mais ils ont du mal à gérer le bâti. Et pour nous, ça met en cause la transmission des outils. Voilà. Et ça, faut pas. J'espère qu'à l'avenir, la SCTL ne laissera pas tomber la transmission du bâti en même temps que du foncier. Sans compter les problèmes architecturaux et tout ça. Parce que, Et pour vous, ça va pas être trop dur de quitter les lieux? Si. Mais c'est le revers de la médaille. On ne peut pas avoir aimé un lieu comme on l'a aimé, investi, sans en être... oui, et laisser des morceaux de nous, j'en laisserai physiquement. J'ai accouché dans la maison, etc. Je vais laisser des morceaux de moi là. Mais c'est le... Si je partais là comme ça en disant je m'en fous, ça voudrait dire que je n'ai pas pleinement vécu ma vie de paysanne là où je l'ai vécu. C'est le prix à payer pour que ça vive. Je dis toujours cette phrase. Voilà. C'est le prix à payer pour que ça vive. C'est-à-dire que je vais le laisser et je serai garantie que quelqu'un va le faire vivre après moi. Et si ce n'était pas le cas, voilà. Voilà, j'ai signé pour ça et je suis en chemin pour le laisser. Et tous les jours, j'y pense. Et plus je m'en rapproche, plus j'y pense. Et il faut se projeter ailleurs, il faut, voilà. Et se dire, si j'ai réussi ça, de dire, après moi, il y aura toujours des gens dans la maison, des paysans dans la maison, des blettes dans le jardin et des brebis dans la bergerie. Et ça me satisfait. Tout à l'heure, vous avez parlé que vous aviez un conseil d'administration et pour gérer des litiges. Quel genre de litige vous avez à gérer? Le conseil de gérance de la SCTL, beaucoup, des litiges de voisinage, des litiges de fermiers qui ont du mal à payer leur fermage, donc il
Il y a des choses comme ça. Après, je sais pas, tu penses à d'autres choses Ben, on gère aussi tous les problèmes des fermiers avec les autres usagers du milieu rural. Oui, la chasse. On a la chasse, nous c'est une zone très touristique, les utilisateurs de la nature, nous c'est sport en pleine nature et tout ça. Donc on a beaucoup de monde qui utilise notre espace de travail comme un lieu de loisir. Et ça, faut le gérer. Les fermiers chez qui, par exemple, va passer un sentier de randonnée, et qui nous disent non, ça passe au milieu de mes parcs, je ne veux pas. C'est le fermier qui a le dernier mot. Nous, on soutient les fermiers. Donc tout ça, c'est à mesure, ça nous arrive au conseil, et voilà, on doit le faire. Oui, donc vous avez parlé de l'histoire de reprendre l'outil industriel. Moi, ça m'a tout de suite fait écho avec l'histoire des LIP, avec qui il y a eu une jonction des luttes sur le Larzac en 1973, très importante. C'était un moment très important de la lutte, quand les LIP sont venus apporter une pendule en forme de brebis, pendule LIP pour mettre dans la bergerie de la Blaquière. En fait, c'était quelque chose de c'est là où on a... Bernard Lambert, quand les paysans travailleurs, avait dit « Aujourd'hui, nous assistons au mariage des paysans et des ouvriers ». C'était un mot très fort. Et en disant « Plus jamais les paysans ne seront des Versaillais ». C'était aussi un moment... voilà, plus jamais les paysans n'iront contre les luttes ouvrières. Il faut qu'on se regroupe. Et je trouve ça très bien et ça me semble être l'avenir, effectivement, qu'il y ait l'autogestion, que les travailleurs reprennent en main leur outil de travail. C'est de moins en moins facile parce que les outils de travail sont de plus en plus multinationales, mais c'est de plus en plus urgent pour ça aussi. Il me semble que l'IP a capoté bizarrement, aussi pour des raisons politiques. C'est pas que ça marchait pas, c'est qu'à un moment ils avaient besoin de financement ou je ne sais pas, et Giscard a coupé le truc. C'était pas parce que ça marchait pas, c'était parce qu'il y avait une volonté de tuer l'autogestion. Il fallait pas que ça marche. Le PDG qui a été mis en place s'appelait Neuschwander. On l'a vu, on l'a rencontré, il est venu, moi je l'ai même vu en vendant ma viande sur le marché de Montpellier. Il venait avec sa femme m'acheter de la viande et à chaque fois il m'en reparlait de ces trucs. Qu'il avait été manipulé et que le gouvernement l'avait fait couler libre exprès. Oui. C'était un outil industriel qui marchait, mais ils l'ont fait couler exprès. Parce que c'était pareil. Ce que je disais tout à l'heure par rapport au Larzac, il ne fallait pas donner d'exemple de gens qui sont autonomes et qui arrivent à s'en sortir tout seuls. Ça, c'est une leçon à retenir. Et tu as parlé aussi de la SSA. Donc la sécurité sociale de l'alimentation, c'est-à-dire que la Conf, on y travaille depuis 4 ou 5 ans, en interne à la Conf et puis avec un groupe de réflexion nationale où il y a d'autres structures qui travaillent dessus. Et c'est un sujet très très important pour nous. D'ailleurs, j'en ai plus la mince. J'en avais pris, on vient de sortir un 8 pages là-dessus, mais qui est destiné aux paysans plutôt, pour expliquer aux paysans ce que c'est que la sécurité sociale de l'alimentation, ce que ça serait, et ce que ça serait comme opportunité pour nous, pour qu'on arrive enfin à vendre nos produits de qualité à tout le monde, et en particulier à tous ceux qui vont au Resto du Cœur, etc. Parce que cette histoire de sécurité sur l'alimentation permettrait l'accès à tout le monde à des produits de qualité. Et les paysans qui font du bio, du fermier, du direct, etc., pourraient être conventionnés dans le cadre de cette SSA. C'est-à-dire que c'est comme le médicament, vous n'avez pas acheté n'importe où. La nourriture qu'elle donnerait droit à cette carte, qui en gros c'est on va dire 150 € par personne, par famille, de bons d'achat, on ne pourrait pas acheter n'importe quoi, n'importe où. Enfin, c'est comme ça que c'est conçu le système, mais c'est encore en train de se... Sur Millau, on a un groupe de réflexion, on va lancer une caisse locale expérimentale, il y a déjà au moins une dizaine de caisses locales expérimentales qui existent. Il faut savoir que la sécurité sociale a été créée par des caisses locales qui étaient tenues par la CGT en général, ou les syndicats ouvriers. Et ça a été dévoyé bien après, enfin une dizaine d'années après, dans les années 60 je crois. Mais bon, il faut voir le film La Sociale, qui raconte tout ça très très bien. Nous, si on fait un truc comme ça, il ne faut pas que ça nous échappe. Il ne faut pas qu'on fasse les mêmes erreurs. Mais il faut que ça reste des caisses locales, gérées localement, avec des producteurs locaux et les gens du coin. Et donc ouais, c'est un super projet. Moi, c'est un des projets qui actuellement me fait le plus vibrer, parce que je vois toute la puissance qu'il y a derrière, de ce qu'on peut en faire. Et bon sang, on était capable de le faire pour les médocs, pourquoi on ne le ferait pas pour la nourriture, c'est quand même un truc, ça semblerait bizarre qu'on n'y arrive pas, mais il y a de plus en plus de gens qui réfléchissent un peu partout.
Donc c'est un bon projet. Ça serait une très grande action pour la santé. Bien sûr, pour la santé, on aura moins besoin de médicaments. Sécurité sociale alimentaire aide la sécurité sociale. Voilà, pour répondre en gros, je crois. Non, je crois que... Est-ce qu'il y a encore des questions? Simplement pour dire que la France ne produit pas assez pour nous nourrir. Mais je ne pense pas qu'on aille vers une augmentation, puisque les terres fertiles en ce moment sont accaparées par photovoltaïque. les panneaux photovoltaïques. Ce sont des terres fertiles. Pas encore, mais c'est Pas spécialement par les photovoltaïques, mais plus par les méthaniseurs qui sont en train de prendre les terres pour les nourrir. Pour l'énergie, on va dire. Et les éoliennes. Ça, c'est non. Ouais, je ne sais pas s'il faut qu'on tape le débat là-dessus, mais pièce touchée, mais la preuve que les terres fertiles sont pas, produisent effectivement le Larzac, quand on regarde les terres du Larzac, alors c'est pas forcément des terres qui ne sont pas fertiles, mais c'est quand même pas les plus riches de France quand même. Hein. On peut quand même pas dire ça. Et c'est des terres qui, en mettant, je vais dire, de l'être humain, de la technique, de l'ingénierie derrière, un certain nombre de choses, c'est des terres qui produisent beaucoup plus aujourd'hui qu'elles ne produisaient auparavant. Donc aujourd'hui, moi je pense et je suis persuadé qu'on peut produire plus en produisant avec beaucoup moins d'intrants, mais en travaillant complètement différemment, alors je ne vais pas développer, mais en travaillant complètement différemment du système dans lequel on est. Aujourd'hui, et c'est vrai pour la France, mais c'est vrai pour beaucoup de pays, la population mondiale augmente, on a un gaspillage qui est phénoménal, mais on a un système de production qui fait que on est en train d'appauvrir complètement la planète et qu'on est en train, si on continue sur cette logique-là, de faire en sorte qu'on aura des malnutris partout. Et Pierre Goldberg le disait tout à l'heure, l'alimentation, c'est la base de la santé. Si on a une bonne alimentation, derrière, on aura beaucoup moins de soucis de santé. Donc je reste persuadé, et moi je milite pour ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut augmenter la production en utilisant moins d'intrants, en passant majoritairement bio, mais c'est un label le bio, donc c'est le système qu'il faut revoir. Le label, c'est très bien, hein, je suis producteur bio, donc je m'en fous, c'est pas un sujet ça, pour moi, mais il faut repenser complètement les choses. Et de penser qu'on va produire plus en mettant plus de tracteurs, toujours plus gros, avec plus de mécanisation, et en cassant complètement l'environnement et la nature, c'est une erreur phénoménale, phénoménale. On est en train de perdre tout ça. On arrête? Je voudrais encore plancher. Je voudrais militer pour ma planète, c'est-à-dire pour le fait qu'on diffuse cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Il y a eu un débat très riche ce soir, extrêmement optimiste, qui ouvre des perspectives et tout. Je crois qu'il faut vraiment qu'on le partage avec le maximum de gens, quoi. Et ça, notre chaîne YouTube, ça le permet, quoi. Ça peut le permettre. Alors on a peut-être quelques problèmes de son, on verra à la diffusion. C'est facile à trouver, hein. C'est chaîne YouTube de l'atelier. Prendre votre avis, est-ce que le mot est suffisant de dire à ces deux-là merci chaleureusement? Est-ce que ce n'est pas de notre devoir de tirer un petit coup de chapeau aux représentants des 3 syndicats agricoles qui ont accepté d'être là et qui nous ont apporté? C'est arrêté dans l'Allier en 1976. C'est Henri Savel, qui était jeune animateur, que tu as très bien connu, qui a organisé tout ça sur le secteur. Je vous remercie aussi, mais j'ai une petite retenue. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes passionnés ce soir et que nombre d'entre vous, je ne suis pas physionomiste de première classe, vous n'êtes pas venus au débat sur les fralibes. C'était exactement le même problème rapporté à l'industrie. 1336 jours de grève. Je fais une parenthèse, rappelez-vous bien, quand vous rentrerez dans une pharmacie, vous direz je veux une tisane 1336. Elle est nature. Vous savez pourquoi? Vous avez peut-être pas eu raison. Quand c'était Fralib, on achetait les plants au Chili. Ces plants verts partaient en Hollande pour se faire sécher.
De Hollande, il partait en Allemagne pour se faire mettre sous sachet. Et il revenait en France. Fralib, les ouvriers, le commun, le collectif. Ils prennent les matières premières, là, les diverses tisanes, dans la vallée du Rhône, dans les Cévennes. Les baronnies. Ils sont embêtés un peu Dans les pour le thé, baronnies. parce qu'il y en a très peu qui est cultivé en France. Et ils font tout eux-mêmes. 1336 jours. L'actuel patron, je ne sais pas comment l'appeler d'ailleurs, l'actuel responsable premier, qui a un salaire énorme, énorme, 1800 € par mois. Les autres sont légèrement, tous les autres salariés un peu au-dessus. Cet homme, pendant ces 1336 jours, il est retourné, il est allé, il n'était jamais allé, comme celui qui vous parle, à la fac. Et il a appris la comptabilité, la finance, etc. Vous auriez dû être là. Il y a peu, nous avons accueilli Ambiance Bois, avec beaucoup, comme vous deux, d'expatriés qui sont venus, des jeunes en particulier, qui ne voulaient plus... D'ailleurs, le mouvement s'accentue, hein, les ingénieurs qui ne veulent plus faire ce pourquoi on les a fermés, parce que ça les dégoûte. Je suis d'accord avec Vincent, il y a quelque chose de profond là, qui se bouge dans la jeunesse. La jeunesse et le climat, heureusement qu'ils sont là, etc. Eh bien, ils exploitent le bois, ils le vendent, ils le travaillent en coopérative. C'est eux qui ont la responsabilité. Ah, mais je vous ai tendu un piège. Parce que le 14 juin, vous serez tous là, dans cette salle, je crois. Qui recevons-nous le 14 juin? Les représentants des soulèvements de la Terre. Vous savez, ceux qui ont bougé, tu l'as dit, Christian, à côté de Nantes, là-bas, l'aéroport. Notre-Dame-des-Landes. Un camp militaire empêché, un aéroport empêché, c'est génial. Il y a aussi des ressemblances quand même. Même s'ils n'ont pas conduit le mouvement, ils n'ont pas pu, etc. jusqu'au bout. Vous serez là. Et ça sera des représentants locaux. J'ai pas l'impression tous les deux que vous sortez de la cuisse de Jupiter. C'est drôle, Jupiter. Qui c'est qui s'appelle Jupiter en ce moment? Macron, c'est ça? Oui. Ce sont des gens simples de chez nous qui vont venir expliquer ça. Vous serez là, n'est-ce pas, le 14 juin à 18h? Bien sûr. Donc quand même, merci franchement à vous d'être là. L'atelier a un petit défaut, c'est la faiblesse de sa trésorerie. Donc il y a bien quelqu'un qui va mettre une table. Si jamais vous voulez nous aider, on bricole, on fait comme on peut, on serre les sous. Et si vous voulez adhérer à l'atelier, on se réunit une fois par mois pour dire qu'est-ce qu'on fait, et on tient 8 rencontres de l'atelier par an. Pourquoi vous ne viendriez pas? Quoi, plein de sourires jeunes, etc., des sourires écologiques, mais venez avec nous. Je suis sûr qu'on fera mieux tous ensemble. Ce soir, on a beaucoup travaillé l'en commun, la mise en commun pour avancer, etc. Ça rappelle des tas de mots de période, etc., etc. Bonne soirée. Si parmi vous, il y en a qui ont des difficultés à les quitter, vous pouvez venir dîner avec nous. On dîne ensemble ce soir, vous pouvez venir. Ça coûte énormément cher, c'est le château de Saint-Jean qui fait le menu. Ça coûte 20 € le repas. Si vous n'avez rien de mieux à faire, on passe toujours des bons moments. La 2, Il existe un comédien qui a fait 2 spectacles, entre autres, qui était basé à Lyon. Il a fait un spectacle qui s'appelle 1336, justement en hommage au Fralib, 1336 jours, 1336, qui a écouté les témoignages des ouvriers qui ont monté la SCOP, c'est une SCOP, oui. Et tout leur cheminement depuis le début de la lutte jusqu'à la production, etc. Ça s'appelle 1336, il le joue en one-man show. Et il a fait un 2e spectacle qui s'appelle Larzac, où il est venu nous interviewer, les gérants, des associés, etc., sur comment est arrivée la SCTL depuis le début et comment elle fonctionne. Et il a repris tous nos témoignages, il a fait un spectacle avec, qui s'appelle Larzac, qui va jouer à Avignon cet été, puis il a déjà fait plus de 150 fois. Il l'a joué dans des hangars agricoles, dans des lycées. Donc il suffit de le chercher, je pense, sur Internet. Philippe Durand, 1336 et Larzac, et vous aurez les dates de ces spectacles. Et si vous voulez le faire venir
lui demander de venir et de susciter un débat autour, ou aller le voir s'il passe près d'ici. Voilà, c'est formidable. Aussi bien l'un que l'autre, c'est formidable. Moi, j'ai appris plein de choses sur 1336. Moi, le milieu ouvrier, je ne connais pas beaucoup, c'était du milieu paysan, mais j'ai appris, c'est fabuleux ce spectacle. Voilà. Chantal, je peux ajouter un mot. Ce mouvement ouvrier, ce mouvement des travailleurs pour les Fralib, en plus de ce que vient de dire Chantal, c'est créer un groupe de théâtre à l'intérieur des salariés de Fralib, avec certes des concours de l'extérieur, et ils ont une troupe qui joue partout en France. Il ne faut pas sous-estimer la force du mouvement citoyen. L'avenir, il est là, il n'est pas là-haut, les programmes, les ententes, etc. Il est par le peuple qui prend les choses en main. Ils ont même pris la culture, les gars. Allez, je vous embête plus. Bonne soirée. N'oubliez pas votre petit concours et vous revenez le 14 juin. La caisse, c'est la chaise. La caisse est une chaise. Donc ça peut tenir des billets de 500 €. Arrête-le. Même des chèques. Et Rangez vos chaises.